Te souviens-tu de cette soirée où je t'ai parlé d'Abel Morigande, alias Commandant Nestor? Nous étions assis dans ce salon où je me trouve seul en ce moment. Je crois bien que je t'ai tout dit. J'en avais envie de toute façon. Cette nuit-là, j'étais comme hanté par le fantôme d'Abel Morigande. Peut-être parce que j'étais complètement saoul. C'était un ami d'enfance, Abel. Cela comptait plus que sa rébellion armée contre l'État. Il a d'abord été un syndicaliste très dur. Mais, quand il venait au palais avec ses camarades pour négocier la fin d'une grève par exemple, nous restions à l'écart pendant de longues minutes. Les gens avaient fini par s'habituer à nous voir rire aux éclats en agitant des souvenirs de nos jeunes années à Nimba. Personne n'osait s'approcher de nous. De toute façon, pour être seuls, nous n'avions pas besoin de nous isoler. Trop de gens nous liaient dans le reste du monde étaient exclus. Si nous l'avions voulu, nous aurions pu parler en public sans être compris de personne. Jamais il ne m'est venu à l'esprit d'acheter cet homme. Il était réellement incorruptible. Une telle vilenie aurait surtout anéanti notre enfance. Quand les premiers renseignements me sont parvenus à propos de l'armée de libération qu'il prétendait créer, j'ai dit à mon épouse Salima: Ça y est, notre Abel est en train de la faire, lui aussi, sa petite connerie. Salima est restée silencieuse. Abel l'avait vu grandir et elle le respectait beaucoup. Déjà à cette époque, la Nation avait, soi-disant en passant, l'esprit totalement tourné vers Dieu. Elle le prétendait du moins, car enfin, laissons cela. Je pense qu'elle a murmuré, l'hypocrite madame, des trucs sur la venue du Seigneur des mondes. En vérité, la reddition d'Abel Morigande était la preuve de sa grande lucidité. Il ne pouvait pas gagner, et il le savait. Castaneda avait réussi à infiltrer l'état-major du maquis et à retourner plusieurs lieutenants de Morigande contre lui, avec nos mercenaires, les soi-disant instructeurs opérationnels. Enfin, de vrais chiens de guerre. Nous avions causé pas mal de dégâts. 300 000 morts, à l'arrivée. Ta génération a tendance à oublier ceci. La première décennie, d'après les indépendances africaines, a été terrible. Ça avait été réglé comme du papier à musique, ces indépendances, et chaque fois que des gens, Oumniobé, Lumumba, ou quelques autres ont essayé de troubler la symphonie, il y a eu des massacres à grande échelle, comme ici, comme en pays bamileke ou ailleurs. Je ne te parle pas de l'Algérie, ne l'oublie jamais. Le colonisateur a tué bien plus de gens pour ne pas quitter l'Afrique que pour la conquérir. Il faut dire qu'à cette époque, diriger nos pays, ce n'était pas difficile. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, il y a des tribunaux pour juger les anciens présidents, et des petits morveux d'avocats leur mettent sous le nez des photos de charniers en leur disant sur un ton narquois: Et ça, monsieur, vous vous en souvenez ou pas? Tout leur cirque. Quoi? Dans les années 60. Castaneda et moi, on était plus tranquilles pour faire nos petites opérations. Et d'ailleurs, Mumbi, laisse-moi t'avouer ceci, chaque fois que j'essaie de comprendre les causes de ma défaite, l'idée me vient que je n'ai pas perçu à temps certaines mutations. Je suis resté trop longtemps au pouvoir, et je ne me suis pas rendu compte que tout le monde était devenu un peu plus délicat. C'est cela qui m'a perdu en fin de compte. Je n'ai pas pu venir à l'époque où faire interroger un journaliste par sa police était un crime contre de prétendus droits humains. Belle hypocrisie, hein? Le commandant Nestor, lui, n'avait pas la possibilité de se faire entendre en Europe et en Amérique. Un sale communiste. Tu penses bien que personne n'avait envie de l'écouter. Bref, il avait vu que nous étions les plus forts. Se rendre, c'était le seul moyen pour lui de sauver ce qui pouvait encore l'être. Pendant les jours qui ont suivi cette annonce, j'ai vu Pierre Castaneda au comble de l'excitation. Le commandant Nestor, c'était un mythe. Sa mort avait été annoncée et démentie plusieurs fois.
Je sais que ce n'est pas bien de simplifier, mais j'ai quand même envie de te le dire. Ainsi, le commandant Nestor, c'était le symbole de l'esprit de résistance de notre peuple. Il était celui qui tenait tête à un régime totalement à la botte des services spéciaux d'un pays étranger, messieurs Foccart & Co. Pour Pierre Castaneda, sa reddition était un triomphe personnel. En réponse au message du commandant Nestor, j'ai lancé un appel à la réconciliation nationale. Je suis moi-même allé accueillir Mourigand et sa petite suite sur la rive droite du Sassoun. Dès qu'il est descendu de sa pirogue et s'est avancé vers moi, j'ai tout compris. Abel était en train de mourir. Il était en train de mourir et il voulait être enterré, le moment venu, sur sa terre natale. Quelle ardente fierté dans son regard. Même Pierre Castaneda, que notre amitié agacée et qui dans de telles circonstances manquait totalement de retenue, n'a pas osé se joindre à nous. De loin, je lui ai jeté un coup d'œil et il m'a fait l'effet, de manière furtive, d'une femme jalouse en train de bouder. En prenant Mourigand dans mes bras, je me suis promis de le faire soigner. C'était incroyable à quel point je me sentais triste. Il était impossible à qui que ce soit, même à Pierre, de mépriser Abel. Jamais il ne se serait rendu par lâcheté. Je me sentais presque malheureux de ce qu'il n'eût pas été tué au combat, les armes à la main. Je lui devais, au nom de nos souvenirs communs, une fin pas trop amère. Il n'était pas question que je le fasse souffrir. Je pensais d'ailleurs, avec lui, le voyage jusqu'à Nimba. J'allais le rendre à ses parents en leur disant dans un éclat de rire. Abel a voulu faire sa connerie, mais voilà, c'est fini maintenant. À l'africaine, quoi. On aurait tous rigolé et bu de la bière. Mais le lendemain, un de mes conseillers français m'a dit le pauvre con. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu immédiatement la certitude qu'il parlait de Mourigand. J'ai dû m'apercevoir à une certaine expression dans son visage qu'il ne pouvait parler que de Mourigand. Ces Blancs avaient décidé de faire payer à Abel toute leur peur des 10 années où, repliés dans son maquis du Haut-Danand, ils les défiaient, eux qui prétendaient faire de notre indépendance leur seule affaire. Ils n'avaient plus aucune raison de tuer Mourigand. Cependant, quelque chose subsistait chez eux, de bien plus fort que les considérations politiques. La haine contre un nègre qui avait osé rester debout. J'ai dit à mon conseiller « Que se passe-t-il, mon petit Jean-Sébastien? Tu m'as l'air bien joyeux ce matin. » Je leur parlais ainsi à ces gens, sans façon. Je ne jouais pas au président avec eux. Ça les aurait tellement fait rire. Oh, rien d'important, a répondu Jean-Sébastien. Je pense à un vilain petit canard, c'est tout. Ça va chauffer pour son matricule, celui-là. Hé hé. J'ai dit, le commandant Nestor, c'est cela? Jean-Sébastien m'a alors sorti cette diatribe pleine de mépris, du genre, dans quel monde sommes-nous? Même les Africains se sentent à la guérilla. Il faut quand même être organisé, même pour foutre la pagaille. Il a ensuite fait allusion dans un éclat de rire à Che Guevara, qui s'était risqué comme Tintin dans ces forêts du Congo. Mais il avait vite pris ses jambes à son cou. Le Che, parce que les Congolais, pour ce qui est de semer le bordel, ils ont leur fierté nationale. C'est pas un Argentin barbu qui va leur apprendre à forniquer, à boire de la bière, et à rôter et à péter toute la sainte journée. Moi, je n'écoutais plus le jeune Sébastien. Jean-Sébastien. Je regrettais déjà d'avoir accepté la reddition de Mourigand. En somme, je venais de la faire moi aussi, ma petite connerie. Abel. Ils allaient tuer Abel. C'était très clair. Et quand ils l'ont fait avec ce raffinement de cruauté qui a épouvanté le monde entier, les journaux étrangers ont tout raconté dans le détail, j'étais censé porter le chapeau. Ne me crois pas si tu veux. Moubi a ouélé. Mais j'ai réellement songé à me rebeller cette fois-là. Je me suis barricadé dans mon bureau et je me suis mis à boire comme jamais je ne l'avais fait de toute ma vie. Le téléphone sonnait toutes les minutes. C'était eux. Monsieur le Président, Son Excellence.
Il murmurait comme ça des mots ronds et onctueux, d'une voix soudaine, pleine de respect. Tu sais, leur petite caméra à la con, quand ils veulent que tu te sentes un nègre important, et chaque fois je hurlais merde et encore merde, avant de raccrocher. À tous, je te dis, même à Castaneda. Ils pouvaient me faire sauter, et le pays avec moi, mais je m'en fichais. Ils ont laissé passer l'orage, les petits malins. Puis Pierre Castaneda est venu, l'air grave et résolu. Il n'a presque pas ouvert la bouche. Quand il est entré, et s'est assis en face de moi, les ombres ont surgi du passé. Surtout celle de Prieto da Souza, dont je te parlerai peut-être un jour. Ça a été notre premier vrai crime, Prieto da Souza. Ma révolte n'était pas seulement dérisoire, elle était surtout comique. À aucun moment Pierre Castaneda ne m'a dit « Les affaires d'un État, c'est sérieux. Ce n'est pas parce que tu as mangé de la tiéké avec ce type il y a 30 ans que ce pays va couler, corps et bien. » Il ne l'a pas dit, mais j'ai parfaitement compris. Le lendemain, Pierre m'a écrit mon meilleur message à la nation. Le commandant Nestor, ai-je dit d'une voix grave et sereine, avait voulu endormir notre vigilance avec sa prétendue reddition. J'ai parlé des armes découvertes par nos services dans des caches secrètes et des petits groupes de partisans rompus aux techniques de la guérilla urbaine et déjà infiltrés dans la population. Celle-ci était invitée à signaler tout mouvement suspect pour défendre une liberté arrachée au prix de 1000 souffrances aux colons d'hier. Je ne vais pas essayer de faire croire que mes mensonges m'ont fait éprouver de la honte ou du remords. Non, Mumbi, je me sentais bien dans ma peau. Il y a peut-être même eu des secondes où, par un curieux effet d'autosuggestion, j'ai cru que Mourigand avait eu un plan semblable à celui imaginé par le cerveau malade de Pierre Castaneda, et que, s'emparant du palais avec sa racaille, il allait exhiber mes restes dans les rues de la ville en folie. C'était étrange. Plus je mentais, plus je sentais grandir ma haine pour Abel Mourigand. Il voulait nous duper. Quand j'ai utilisé pendant mon discours, avec un petit sourire entendu, l'expression « à malin et demi », je ne plaisantais plus tout à fait. Au fond, Abel Mourigand, je m'en fichais un peu. Il avait après tout choisi de faire de la politique du côté des éternels perdants. S'il avait réussi à me descendre, il aurait sans doute ressenti un peu de tristesse comme moi, mais ses camarades ne lui auraient pas permis d'aller plus loin. Il lui aurait dit « Ok, tu as bien pleuré ton ami d'enfance, c'était bien vos ragoûts d'écureuil à Nimba, mais la révolution, camarade, ce ne sont pas des sentiments personnels. C'est comme ça que les choses se passent dans le monde réel de la politique qui est si terrible. Je dois toutefois te faire un aveu. Mon seul problème, ça a été Miranda, la veuve de Mourigand. Pendant que j'insultais la mémoire de son mari, son image se dressait souvent devant mes yeux. Tout en continuant à parler d'une voix ferme, une voix d'homme d'état implacable, je me disais « Mais que doit-elle penser de tout cela, Miranda ? Avait-elle en tête, comme moi, le temps où, à peine sortis de l'adolescence, nous venions, Mourigand et moi, lui faire notre cour ? C'était presque une enfant à l'époque, Miranda, l'épouse typique du héros du peuple voué au martyr. Nous avions évidemment cessé de nous voir, mais je pensais parfois à elle, et je me disais qu'elle avait été drôlement coincée dans les pièges de l'histoire. Quand Abel la draguait, on allait souvent chez ses parents. Elle nous servait de la bière de banane avant de nous préparer du mafé ou du ragoût d'écureuil. Puis, des années ont passé. Abel a pris le maquis, et c'est devenu trop dur pour Miranda, surveillée nuit et jour par ma police. Elle est partie se réfugier en Tanzanie. Là, Nyerere s'occupait bien d'elle et veillait à ce qu'on la laisse tranquille. C'était un homme remarquable, le Mwalimu Nyerere. Je tiens à te dire ici mon admiration pour lui. Mais des agitateurs de tous les pays rêvaient de faire de Miranda leur passionnariat, une sorte de Winnie Mandela avant la lettre,
défilant en tête de la foule, le poing dressé vers le ciel. En vain. Cela ne pouvait tout simplement pas marcher. Elle ne savait pas de quoi parler, ces jeunes gens barbus et hystériques. Dans les journaux, ces photos montraient une femme humble, complètement dépassée par les événements. Je veux aussi te dire ceci. L'exécution du commandant Nestor m'a valu la confiance définitive de Castaneda. J'avais un peu disjoncté, mais avec le recul, il trouvait ce moment de folie plutôt sympathique et rassurant. Je dois dire que Pierre Castaneda avait pris à cœur cette affaire. Pour lui, c'était une sorte de combat singulier. Il ne pouvait pas laisser Abel Mourigand mourir en douceur, comme on déplace un pion du jeu politique. Le commandant Nestor était à l'agonie déjà. Il l'avait battu, lui avait crevé les yeux, et après l'avoir enfermé dans un sac de jute, l'avait jeté au requin du haut d'un hélicoptère. J'ai eu des confidences par la suite. Il paraît que pendant que l'avion survolait l'océan, il continuait à l'insulter et à lui décrire les supplices qui l'attendaient. Abel était encore conscient, car il lui répondait sur un ton de défi. Le sang coulait du sac, et j'ai appris avec fierté que Mourigand a eu assez de force pour ne pas gémir, ou encore moins implorer la pitié de Pierre Castaneda. Ce qui me semble un peu fou dans tout cela, c'est que, à un moment donné, j'étais presque sûr d'avoir tué Abel de mes propres mains. Et je suis persuadé, de son côté, Pierre Castaneda croyait parfois faire, presque en toute bonne foi, n'avoir jamais été mêlé de près ou de loin à la fin atroce de Mourigand. Peut-être même avait-il écrit une lettre à ses proches en Haute-Savoie pour se désoler de tout ce sang inutilement versé. Mes amis les Africains, c'est toujours des frères ennemis. Vous avez beau faire, c'est ainsi. Je ne peux quand même pas arrêter cette mer de sang avec mes seuls bras, moi, Pierre Castaneda. Le beau fumier. Et tout ça, en tout cas, j'étais désormais mûr pour les plus basses besognes. Le commandant Nestor éliminé, il fallait en profiter pour faire le ménage. Nous n'avions pas toujours les mêmes ennemis, Pierre et moi. Chacun a laissé faire l'autre dans une entente tacite. Ce furent des années formidables. Il nous suffisait d'accuser quelqu'un d'être un partisan clandestin de Mourigand, et il était liquidé sans tous ces bavardages de jeunes avocats qu'on a maintenant dans les procès. Quand j'étais saoul, c'était souvent le cas. Je prétendais punir mon peuple d'avoir laissé Pierre Castaneda, un étranger, torturer et liquider de la sorte Mourigand, mon ami d'enfance. J'ai rarement tué pour le plaisir. Castaneda et moi avions cependant, parfois, cédé à ce vertige de la toute-puissance. Nous avons réglé de petites affaires personnelles, chemin faisant. C'est mesquin, mais c'est inévitable. On a commencé, dans les petits journaux du monde, à me traiter de psychopathe. Une sale réputation quand même. Nzo Nikiema revit la foule massée le long du boulevard du 21 juillet. Quelques personnes en tête de cortège criaient « Nikiema, assassin! Nikiema, assassin !» D'autres lançaient « Castaneda, président !» Mais dans l'ensemble, les dizaines de milliers de personnes présentes à l'appel des syndicats et des quelques partis politiques défilaient plutôt dans le calme. Lorsqu'ils arrivèrent en face des grilles du palais, un des meneurs, le front ceint d'un bandeau blanc, s'avança vers le balcon avec un porte-voix. « Nzo Nikiema, sors de ton palais si tu es un homme. Assassin, va !» Ces paroles, criées sur un ton gouailleur, et du moins lui semble-t-il dans son souvenir sans méchanceté, furent accueillis par des tirs et des vivas joyeux, par des rires et des vivas joyeux. La sérénité et l'espèce de bonhomie souriante de ces pères de famille contrastaient avec la tension qui régnait dans le pays. En dépit de ces apparences, on se dirigeait tout droit vers la guerre civile. Pour mes services, cela ne faisait plus l'ombre d'un doute.
Mon travail se bornait à informer le président Nikiema, et je l'avais fait. Autant que je pouvais en juger, le camp d'en face, celui de Castaneda, avait mieux préparé son affaire. Castaneda se sentait d'ailleurs prêt pour l'affrontement et s'activait, par toutes sortes de provocations, à mettre le feu aux poudres. La veille de cette marche, quelqu'un avait promis sur une radio de planter le crâne de Nikiema sur la pointe acérée et flamboyante des baïonnettes de la liberté. Nikiema avait aussitôt reconnu la voix d'un de ses plus zélés laudateurs, un jeune poète désireux de mettre désormais ses rimes au service de Castaneda. Bien qu'il fût loin de se croire vaincu, Nikiema ne put chasser de son esprit des images qu'il en avait souvent vues à la télévision durant les 3 années précédentes. Scénario classique. Après des émeutes plus ou moins spontanées, les manifestants forcent les portes du palais. Le tyran sanguinaire s'enfuit en hélicoptère et, au centre de la ville, sa statue géante de bronze est déboulonnée dans un grand brouhaha. La séquence, proprement historique, dure une poignée de secondes. Elle va de l'instant où la statue sous les coups de marteau à celui où le nez de bronze du dictateur touche une terre qu'il avait ensanglantée de ses innombrables crimes. Si par malheur, cette séquence est ratée par les caméras, il faut tout recommencer. Les grèves, les marches, le soulèvement populaire, les hymnes à la révolte, hurlés par les poètes, les fleurs jetées aux jeunes soldats intimidés, et radieux, et la démolition de la statue, équestre ou non, en marbre ou en bronze, du dictateur. C'est le seul moment digne d'intérêt, le contrepoint de la fastueuse prestation solennelle du serment. Et aucune télé du monde ne veut rater cela. Les pères de famille non plus. Ils vont au spectacle avec leurs enfants, et plus tard, ceux-ci diront avec fierté « J'y étais moi aussi. J'avais 6 ans lorsque Nzo Nikiema, le tyran, a été renversé. Et ce jour-là, juché sur les épaules de mon père, j'ai compris pour toujours le noble sens du mot liberté. » En se frappant la poitrine, dans quelques lieux malfamés de Kissito, un énergumène se vanterait un jour ou l'autre d'une voix tonitruante. « Oui, jeune homme, vous avez devant vous un des vrais tombeurs de Nzo Nikiema. Le premier coup de feu sur la place de la Liberté, c'est moi qui l'ai tiré, ce matin-là. » Elle se répète tout le temps, l'histoire, fit Nikiema à mi-voix et presque de mauvaise humeur. Il se souvint de la fin d'Almami Samori Touré. Peu de temps avant d'être déporté dans la forêt de Nisanga, au Gabon, Samori avait été promené par les petits blancs de la colonie au bout d'une corde à travers les rues de Saint-Louis du Sénégal. La foule massée sur les trottoirs riait à son passage et lui balançait des épluchures de bananes. On le traitait de singe et de guerrier nègre, et les femmes de la ville, venues en grand nombre, lui jetaient, elles aussi, d'infâmes moqueries à la face. Eh bien, le voici donc, le sauvage qui voulait faire trembler notre empire. Tu ne doutes de rien, toi. Tout cela craché en français, et aussi, ce qui ne surprendra personne, en wolof, car ces nègres-là, ceux du Sénégal, c'étaient déjà « Allons enfants de la patrie et compagnie ». Le plus frappant, et sans doute aussi le plus difficile à supporter pour Nikiema, c'était l'allégresse de la populace. L'Almami Samori Touré ne méritait même pas sa haine. Personne ne l'insultait avec colère, on trouvait juste drôle ses nombreuses batailles contre les forces étrangères. Ses victoires à Bouna contre Monteil, à Bourré contre Combes, et sur Andersen et les Anglais à Dokita, ne comptaient déjà plus. Ce qui restait d'une grande épopée, un nègre au bout d'une corde, dans une vieille ville française d'Afrique. Nikiema essaya d'entrer dans la tête de l'Almami. Que n'aurait-il donné, Fama, pour entendre à cet instant-là au moins un cri de haine avant de prendre le lendemain le chemin de l'exil à Misanga? Nzo Nikiema se demanda aussi s'il était allé au Gabon au bord du Bou El Mogdad ou d'un autre bateau.
Curieusement, ce point lui parut soudain d'une grande importance, et il se promit de consulter ses livres d'histoire au sous-sol. Il avait déjà fait plusieurs fois le tour du salon en ruminant ses sombres pensées. Il y avait dans toute la maison des portraits, dessinés par Mumbi, de la petite Cavina. Il s'arrêta devant une esquisse, mais vit à peine le visage rieur de la fillette. Son esprit était ailleurs, et si par malheur on découvrait sa cachette, jamais il n'accepterait de sortir vivant de la petite maison. Jamais il ne tomberait aux mains de ses ennemis. Il ne voulait pas marcher tête baissée, au bout d'une corde, dans les rues de Marennes. Il avait fait trembler cette racaille. Il avait tué, il ne devait pas avoir peur de mourir.